Bonjour à tous et bienvenue sur La Nature en Images. Au sein de cette vidéo, nous allons effectuer le retour terrain du Laowa 90 Macro f2.8 x2. C'est le seul objectif à ce jour sur le marché capable de vous offrir un rapport de grossissement par 2. Bonjour à tous, pour ceux qui me connaissent, je suis Jérôme Champagnat ou autrement dit Champix. Je suis photographe professionnel et vidéaste amateur, je suis amoureux de la nature et je dédie mes photos, mes vidéos à la nature et j'essaye de vous retransmettre cet amour de la nature par mes photos et par mes vidéos. Aujourd'hui, le Laowa 90, comme énoncé en introduction, nous allons faire un petit retour terrain de ce Laowa. Alors, comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, je ne vais pas vous bassiner avec tout ce qui est test pur, retour purement technique du test d'un objectif quelconque. Je l'ai suffisamment fait comme les autres et je me rends compte que c'est pas forcément ce qui vous intéresse. Donc, je change directement mon fusil d'épaule et je vous fais directement des retours terrain par rapport aux objectifs que je vais tester. Je vais juste vous bassiner quelques secondes avec les caractéristiques techniques de cet objectif. Tout ça pour vous dire que les aberrations chromatiques, la diffraction, la distorsion, le vignettage sont quasiment absents de cet objectif. Et quand bien même vous auriez tendance à ressentir ces effets, un petit coup de Lightroom et Lightroom par baguette magique va vous effacer tout ça sans problème. C'est un objectif qui pèse environ 700 grammes, boîtier compris, vous avez un combo de moins d'1 kg. Par rapport à l'aisance avec laquelle vous allez pouvoir utiliser cet objectif, c'est quand même pratique, il est très maniable puisque moins d'1 kg encore une fois et son prix est de 750 € environ. Par contre, attention, c'est un objectif qui ne dispose ni de AF ni de stab. Autrement dit, il ne dispose pas d'autofocus et il ne dispose pas de stabilisation non plus. Personnellement, cela ne me dérange absolument pas puisque de toute manière, tout ce qui est macro pour ma part, je débraye l'AF et je ne me sers pas de la stabilisation de l'objectif. Je suis en tout manuel. Alors, vous allez me dire, oui, il est peut-être un petit peu cher, 750 €, pas de stab, pas d'autofocus, c'est peut-être un petit peu exagéré. Vous allez voir les retours terrain, les photos que j'ai faites depuis une semaine, maintenant que je suis en test sur le terrain avec. Je suis quand même assez bluffé de ses capacités, optiques notamment. Pour ma part, couplé à l'Alpha 1, c'est un régal. Voilà, j'ai hâte d'être de retour au printemps et de revoir les papillons ressortir pour me jeter dessus et retrouver l'esprit macro que j'avais avec mon 180. Vous savez, pour ceux qui me suivent régulièrement, que j'avais un 180 macro de chez Sigma. J'ai retrouvé mes sensations avec cet objectif. L'objectif est donc composé d'un pare-soleil. Comme tous les pare-soleils, il est vissable par quart de tour. Ensuite, le corps de cet objectif est décomposé en 2 bagues. La première bague qui est ici, dont je vous mets des exemples en vidéo comme d'habitude, grosso modo, elle fait quasiment les 9/10 du corps de l'objectif. Elle est vraiment impressionnante. Vous ne risquez pas de la chercher lorsque vous voulez faire une mise au point un peu pressée, parce que de toute manière, votre main va directement tomber dessus. Étant donné qu'elle fait les 9/10 du corps de l'objectif, vous êtes directement dessus. Le petit bémol et le point positif à la fois, je suis un petit peu partagé sur ceci, c'est que cette bague de mise au point dispose d'une butée haute et d'une butée basse. Pourquoi je suis partagé? Parce que au moins l'avantage avec ce genre d'objectif, c'est que vous savez la limite haute et la limite basse de votre mise au point. Lorsque vous arrivez en butée, vous ne pouvez pas continuer à tourner la bague et chercher une mise au point et que vous n'arriverez jamais. Vous savez que vous êtes arrivé aux extrêmes. C'est un avantage parce que avec les objectifs pour certaines marques dont les bagues sont débrayables, ce qui ne vous permet pas de savoir où vous en êtes dans votre mise au point, et bien là vous savez que lorsque vous arrivez en butée, vous êtes en butée, donc il vous faut revenir en arrière ou retourner d'où vous venez. Autre avantage de cette bague, c'est qu'elle dispose d'une échelle de mise au point en fonction de l'ouverture. Vous avez une distance de mise au point en fonction de l'ouverture que vous avez choisie qui apparaît directement grâce à l'échelle. Ce qui vous permet de prédéfinir si vous voulez avoir un rapport de 1 pour
pour 1, savoir si vous voulez un rapport de 2 pour 1, vous pouvez directement choisir la distance approximative à laquelle vous allez faire la mise au point de votre sujet. Sachant que si vous prenez des papillons en photo, très rares sont ceux qui vont tolérer que vous fassiez de une photo à des rapports de grossissement supérieurs à 1 pour 1. Même si vous avez pré-réglé votre bague à 2 pour 1, eh bien, pas forcément que vous allez pouvoir faire cette photo. Puisque vous allez voir, lorsque vous êtes en rapport de 2 pour 1, vous êtes quand même très près de votre sujet. Ensuite, pour la deuxième bague, elle concerne l'ouverture. Puisqu'encore une fois, c'est un objectif qui est tout manuel. Vous allez pouvoir choisir l'ouverture que vous voulez sur le corps de l'objectif. Ces ouvertures, encore une fois, elles partent de f2.8 à f22. Alors, ce qui pourrait être bien, mais qui n'est pas poussé à une utilisation, je dirais, judicieuse de la chose, c'est qu'elle est crantée et que l'écran ont un petit cliquetis. Mais alors ce cliquetis est vraiment infime et si vous n'êtes pas concentré de manière auditive sur le clic, vous allez ne pas l'entendre et vous allez passer le cran d'ouverture que vous désirez. Parce que même si la bague est crantée, ces crans ne sont pas forcément très prononcés et il est facile de dépasser l'ouverture que vous allez choisir tout en faisant votre cadrage et votre mise au point parce que vous n'aurez ni entendu le petit clic ni senti le cran de position. Et d'autant plus, ce qui est paradoxal mais aussi intéressant, c'est que l'espacement entre chaque cran d'ouverture, c'est-à-dire entre f2.8 et f4, a une certaine valeur, grosso modo de l'ordre de 1 bon centimètre. Mais si vous prenez l'écran entre f11 et f22, vous êtes à moins d'1 centimètre et je dirais quasiment à 1,5 centimètre. Donc vous voyez, la distance séparant chaque cran d'ouverture est, nous allons dire, un petit peu exponentiellement inversée. C'est-à-dire que plus vous allez baisser dans les ouvertures, donc f2.8, f4, f5.6, f8, etc., plus la distance entre chaque cran va se raccourcir. Mais ce n'est pas pour autant que vous aurez la sensation du crantage et encore une fois la sensation du clic de positionnement de chaque ouverture. Attention à cela, c'est un petit peu dommage je trouve, ils auraient pu forcer un petit peu le truc comme sur les objectifs Sony ou sur les objectifs Sigma. Nous entendons bien le cran à chaque rang d'ouverture. Mais encore une fois, tout cela va venir en vous entraînant à l'utilisation de cet objectif. Plus vous allez vous entraîner à l'utiliser, plus vous serez sensibilisé et mieux vous vous en sortirez sur le terrain. Et bien écoutez, après toutes ces petites démonstrations, explications et commentaires sur les caractéristiques techniques et optiques de cet objectif, nous allons aller sur le terrain. Mais avant, je voulais revenir sur un point dont je ne vous ai pas parlé et peut-être que certains d'entre vous s'en sont rendus compte, c'est le bokeh. Puisque le bokeh en macro, c'est le côté artistique de la chose et ce bokeh met en valeur votre sujet. Et je dirais que c'est un tout entre votre sujet, le bokeh, la composition, c'est une valeur artistique sûre de votre photo. Eh bien ce bokeh n'est pas parfait. Malheureusement, alors cela peut être dans certains cas un avantage et dans d'autres plus une complication par rapport à la composition. Puisque au centre de votre photo, il va être quasiment parfaitement circulaire, mais par contre sur les bords et contours de votre photo, il va avoir tendance à s'ovaliser et un petit peu à avoir une petite forme de pointe sur les côtés les plus étroits des ovales. Enfin, les côtés, si je peux m'exprimer ainsi, mais vous avez compris le truc et je vous ai mis une petite photo de démonstration que vous pouvez trouver sur le site de Laowa. Vu qu'il fait -8, les mous sont un petit peu givrés, il y a un petit peu de givre qui se positionne à quelques endroits. Je vais me dépêcher de prendre ces givres en photo avant qu'ils ne fondent et je vais comme ça vous montrer la distance de mise au point au rapport 2 pour 1. Donc comme vous pouvez le voir, je suis au rapport donc de grossissement 2 pour 1. J'essaye de faire ma mise au point. Donc vous voyez, mon sujet est ici, au niveau de mon doigt, et vous voyez ma lentille frontale où elle se trouve par rapport à mon objectif, je suis à environ 5-6 cm. Et je suis au rapport de 2 pour 1. Maintenant je vais passer au rapport de 1 pour 1.
Remarquez une chose, comme vous avez pu le constater sur les vidéos liées à la profondeur de champ, je suis passé d'un rapport de 2 pour 1 à un rapport de 1 pour 1. Ma profondeur de champ, elle, a diminué pour mon rapport de 2 pour 1, rapport à mon rapport de 1 pour 1. Attention avec cet objectif, vous pouvez avoir encore une fois ce rapport de disponible, puisque c'est le seul du marché vous proposant ce rapport de 2 pour 1, mais deux choses à prendre en considération et non des moindres. La première, très importante, c'est donc la profondeur de champ. Vous avez moins de profondeur de champ au rapport 2 pour 1 qu'au rapport 1 pour 1, mais qui dit rapprochement du sujet, parce que vous avez vu que je me suis rapproché de mon sujet, j'étais à grosso modo 5 cm de mon sujet à 2 pour 1 et un petit peu plus aux alentours de 10-12 cm au rapport 1 pour 1. Mais ce qui veut dire aussi, c'est que plus je vais me rapprocher de mon sujet, moins je vais avoir de lumière émise par mon sujet de disponible. Il va donc falloir dans certaines situations prévoir une lumière artificielle afin d'éclairer, d'apporter une lumière supplémentaire pour votre sujet. N'oubliez pas cela, ici il fait beau, le soleil donne, comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu ébloui. Nous avons de la lumière de disponible, nous avons un éclairage suffisant. Par contre, vous verrez sur les photos que j'ai faites dans la semaine précédente cette vidéo, la lumière était quand même moindre, il y avait beaucoup de nuages, le temps était très gris. Je peux vous dire qu'au rapport de 2 pour 1, la lumière artificielle était la bienvenue. Alors certains vous diront que ce n'est pas un objectif à mettre entre toutes les mains puisqu'il est tout manuel. Eh bien moi je vous dis le contraire, il faut que tout le monde se sente à l'aise avec cet objectif et n'ait pas peur de l'acquérir. Parce que dans ma pratique photographique, notamment en macro, évidemment, puisque nous sommes en macro, je suis à 100% du temps en mode manuel et la stade de débrayer. Je ne me sers quasiment jamais de la stabilisation de mon optique, puisque déjà mon capteur est stabilisé, donc c'est déjà un gain supplémentaire, mais l'autofocus, je ne m'en sers jamais, et vous savez très bien pourquoi, et si vous ne savez pas pourquoi, je vous renvoie aux vidéos liées à la macro où je vous explique cela. Encore une fois, vu que cet objectif ne possède aucune électronique embarquée, vous n'allez pas avoir les exifs complets de données sous Lightroom ou sous tout autre logiciel de développement, puisqu'il n'y a aucun contact électronique de communication entre l'objectif et l'appareil photo. En ce qui concerne les données liées à l'ouverture, vous ne les aurez pas, puisqu'il n'y en a pas, et il n'y a pas la possibilité d'en avoir. Alors comme vous pouvez le voir, la macro c'est du sport, il ne faut pas hésiter à se vautrer là où bon vous semble pour faire votre photo comme vous l'entendez. Alors j'ai pris des photos qui sont complètement nullissimes, mais nous nous en manquons un petit peu puisque là, si vous voulez, le but c'est de vous montrer les perles de bokeh que nous pouvons obtenir avec cet objectif. Je reviens dans cette vidéo en fin d'après-midi. Autant ce matin nous avions un petit soleil qui était radieux, qui était chaleureux et qui apportait une petite touche potentielle à nos photos. Autant là cet après-midi c'est limite gris et la lumière est bien tombée. Ce n'est pas grave, cela va me permettre d'enchaîner sur ce que je vous ai dit ce matin quant à l'apport de lumière artificielle. Puisque la lumière est tombée, je vais faire quelques photos de lichen et de mousse qui sont sur ces troncs morts et vous allez voir que sans apport de lumière à x2, c'est un petit peu juste, il faut vraiment monter dans les ISO et vous savez que je n'aime pas monter dans les ISO. Alors nous voici près d'un petit amas de mousse. Je vais donc faire une photo x2. Cela va vous permettre de vous faire une idée de la distance qu'il y a entre votre sujet et la lentille frontale. Vous allez voir que x2 c'est vraiment très très court. Et aussi cela va nous permettre de nous rendre compte du manque de lumière à x2. Je vais faire une photo sans apport de lumière artificielle. Je ferai une photo avec apport de lumière artificielle pour que vous ayez vraiment la notion de la chose et vraiment vous faire votre propre idée. Alors comme je vous expliquais ce matin, je pré-règle mon objectif à x2, donc là sans ISO on oublie, je monte direct à 640 ISO, voire même là non 800.
voilà pour vous montrer un petit peu sur le terrain la profondeur de champ que vous obtenez, que ce soit à x2 ou à x1. Vous avez aussi comme cela la notion de l'apport de lumière pour ces deux rapports de grossissement. Mais sachez que plus vous allez fermer votre diaphragme pour avoir une plus grande profondeur de champ, moins vous aurez de lumière. C'est normal et attention à cela. Vous savez que plus vous vous rapprochez de votre sujet, plus la profondeur de champ diminue, mais plus le bokeh s'améliore et je dirais s'harmonise de manière un petit peu artistique, plus vous allez avoir un manque crucial de lumière. Attention à cela, encore une fois, la photographie, et notamment en macrophotographie, c'est constamment des compromis. Dernière petite caractéristique optique de cet objectif, le diamètre de la lentille frontale est de 67 mm. Donc si vous voulez investir dans un filtre UV pour protéger la lentille frontale, ce que je vous conseille, parce que comme vous avez pu le voir, la distance entre la lentille frontale et votre sujet en x2 est quand même vraiment très courte et vous n'êtes pas à l'abri de faire une mauvaise manipulation, de heurter une branche, un caillou, que sais-je, et potentiellement d'abîmer cette lentille frontale. Songez au filtre UV pour protéger la lentille frontale. Et bien écoutez, avec toutes ces photos de démonstration que je vous ai mises afin de vous faire une idée de la profondeur de champ, de vous faire une idée du bokeh, de vous faire une idée de la qualité optique de cet objectif, je vais vous donner mon ressenti terrain et ce que je pense de cette optique. C'est une optique que j'ai achetée avec mes propres deniers, encore une fois. Elle ne m'est pas prêtée ni par l'AOA ni par quelconque autre commerce que ce soit. Donc je suis libre de dire ce que je pense de cet objectif. C'est un objectif avec lequel je retrouve mes sensations du 180 macro Sigma. C'est une optique que je suis ravi d'avoir achetée. Pour moi, elle est, il n'y a pas d'autre terme, formidable. Elle est magnifique. La qualité optique est merveilleuse, j'arrive à faire certaines choses malgré la saison où il n'y a pas grand chose de photogénique pour le moment, j'entends, et je suis ravi de ce que j'arrive à sortir de cet objectif. C'est pour ma part, encore une fois, un retour aux sensations du 180 macro, et là je suis content parce que j'ai mis 18 mois à retrouver un objectif qui me permettait de revenir à ces sensations, et cet objectif, il est là, il est dans mes mains, il est monté sur mon Alpha 1, c'est le Laowa 90 macro f2.8 rapport x2. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura ouvert les yeux sur cet objectif, si vous vous posiez des questions. Si vous aviez envie d'acquérir un objectif macro, mais vous ne savez pas lequel, tant il y en a, et nous pouvons les énumérer, il y en a une dizaine à votre disposition, que ce soit des 105, que ce soit des 100, que ce soit des 90, le choix est quand même assez conséquent. Vous pouvez en perdre votre latin. Vous savez que celui-ci est tout manuel parce que je vous en ai très longuement parlé en début de vidéo. Pour ma part, s'il y a des débutants qui regardent cette vidéo et qui se posent la question, parce que pour 750 € de budget, vous avez le Laowa, vous avez le Sigma et vous avez d'autres objectifs à votre disposition. Eh bien, personnellement, pour avoir testé plusieurs objectifs de cette gamme de prix-là, je peux vous dire que le Laowa sort haut la main de tous les tests que j'ai pu faire. Et mon retour terrain est sans appel, je suis très satisfait par mon acquisition et c'est sans regret que j'ai investi dans cet objectif. Rares sont les objectifs macro depuis 18 mois qui sont passés entre mes mains et qui n'ont pas été revendus au bout de 2, 3, 4 mois, 6 mois pour les plus résistants. Je pense que celui-ci va être dans mes affaires un bon paquet de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai du mieux que je peux. Si vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à cet objectif, n'hésitez pas à me poser les questions, j'y répondrai. Sinon, laissez-moi un like si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si mon travail vous plaît. Et si mon travail vous plaît et que vous avez envie de travailler votre pratique photographique à mes côtés, je vous invite à aller visionner les offres de souscription. Sur ce, je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, faites des photos.